bienvenue à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo où je vais clarifier un petit peu les différentes technologies .NET. Alors je préfère te prévenir de prime abord, de 1, cette vidéo n'est pas destinée aux développeurs mais à toute personne qui s'intéresse à l'écosystème .NET et qui tente de comprendre les différents frameworks, les spécificités, pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est quoi la différence entre .NET Core, .NET Framework, .NET Standard. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo qui est à destination des développeurs bien sûr, des étudiants, des recruteurs, bref, de toute personne qui veut en savoir un peu plus sur les technos .NET, donc ce n'est pas une vidéo exclusivement pour les développeurs. Je vais clarifier toutes ces différences, mais avant tout, je vais commencer par me citer moi-même. Un développeur marqué comme C# .NET, donc un développeur qui aurait ça sur son profil LinkedIn, n'est pas un expert sur toutes les technologies .NET. Donc je me cite en fait, je me suis mis mon petit truc de citation. Pourquoi je précise ça? Eh bien parce que trop souvent, j'ai vu des développeurs, ou encore pire, surtout j'ai vu des projets qui ont été faits par un développeur C#, donc qui avait très certainement la connaissance sur le langage, qui avait très certainement déjà travaillé avec une ou plusieurs technologies .NET, mais qui travaillait avec un framework en particulier et qui ne connaissait pas les spécificités de ce framework et qui ne connaissait pas non plus les spécificités de la plateforme cible qu'il visait. Je vais prendre un exemple très simple. Ça m'est arrivé de travailler pour des clients en mode pompier, pour des clients qui avaient une application développée en Blazor, on verra plus tard ce que c'est, et les personnes ou les entreprises qui avaient développé ces applications ne connaissaient pas Blazor, au mieux elles avaient déjà fait des API en ASP.NET, et elles se sont dit, bon, c'est C#.NET, on sait faire, et c'était une catastrophe sur certains points. Donc, je tiens juste à dire ici, ce n'est pas parce qu'on est développeur C# ou développeur .NET qu'on est un expert et qu'on est capable de faire tout ce que .NET va offrir, qu'on va couvrir dans cette vidéo. Donc si tu connais déjà l'écosystème .NET ou si ça ne t'intéresse pas plus que ça, je pense que cette vidéo n'est pas forcément utile pour toi. Alors, quel est le but de cette présentation? .NET a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Alors quand je dis ces dernières années, là au moment du tournage de cette vidéo, on est en 2023. Ça a vraiment changé en 2015. Donc je pense, on va dire sur ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de bouleversements dans l'écosystème .NET avec des arrivées de certaines technologies qui n'existaient pas, des chamboulements sur le mode de distribution, l'arrivée de nouvelles solutions, de nouveaux frameworks. Donc toutes les personnes qui arrivent maintenant sur .NET ou qui sont arrivées un petit peu avant ne comprennent pas forcément tout. Et aussi, certains recruteurs, et on ne peut pas leur jeter la pierre, ont une demande client qu'ils aura effectuée. Bonjour, on cherche un développeur de .NET ASP.NET. Le client n'est pas très précis, il ne dit pas si c'est de l'ASP.NET MVC, si c'est de l'ASP.NET pour les API, si c'est de l'ASP.NET Blazor. Et donc le recruteur, lui, cherche juste développeur .NET sur LinkedIn et va contacter même les personnes qui ne font que des applications Windows. Au final, on se retrouve avec une certaine mécompréhension et quand une personne qui fait que des applications Windows se retrouve positionnée sur un projet ASP.NET, bien qu'elle connaisse le langage, elle risque peut-être de se faire avoir sur les spécificités d'ASP.NET. Donc on peut avoir une perte de repères et j'ai même vu certains seniors qui sont dans .NET depuis des années qui n'ont pas compris les dernières terminologies et à qui ça arrive même de s'embrouiller. Donc je vais clarifier tout ça. On va commencer par le plus simple. À l'origine, qu'est-ce que c'est .NET? En fait, quand .NET est sorti, c'était sous la forme de ce qu'on appelle .NET Framework. C'était le nom du produit, .NET Framework. C'était très simple. Une solution de développement qui était sous Windows exclusivement. Le but de .NET Framework était de prendre la succession de VB6 et de ASP. Attention, pas ASP.NET, ASP, Active Server Page, qui était une espèce de mix de scripting pour faire des pages. .NET était là pour unifier, c'était la première tentative d'unification, où est-ce qu'on voulait avoir un vrai écosystème cohérent qui, en plus de ça, concurrence Java. Donc avec .NET Framework, on arrivait à faire des choses uniquement sous Windows. On avait trois types de solutions. Des librairies, donc on faisait des DLL, le but étant qu'on les consomme avec d'autres applications compatibles .NET. On pouvait faire des applications graphiques, tout d'abord avec WinForms et puis plus tard avec WPF, on va revenir sur ces deux frameworks un peu plus tard. Et on pouvait également faire du web, tout d'abord avec ASP.NET WebForms, puis après avec ASP.NET MVC. Et MVC permettait de faire à la fois des sites graphiques et à la fois des API. Donc on avait ces solutions-là qui étaient dans .NET Framework. Il y a eu plusieurs versions de .NET Framework qui ont suivi d'assez près les versions de C#. Les plus connues de .NET Framework, c'est .NET Framework 3.5, .NET Framework 4, et maintenant on est à .NET Framework 4.8.2 au moment du tournage de cette vidéo. Il faut savoir également que .NET Framework n'est pas mort, on est en 2023. .NET Framework fait partie de Windows,
parce qu'il y a des parties de Windows qui sont codées sur .NET Framework. Encore une fois, ça a été pensé pour être exclusivement sous Windows, et les développeurs qui sont sous Windows utilisent, pour une grosse partie d'entre eux, Visual Studio 2022, et Visual Studio 2022 est codé en .NET Framework avec WPF. Donc .NET Framework n'est pas mort, il existe toujours, mais à l'origine, il n'y avait que ça, donc c'était assez simple à comprendre. Les problèmes ont vite vu le jour. Pourquoi ? Linux, le système d'exploitation, est celui qui est majoritairement utilisé pour la partie serveur. Et vu que .NET était exclusivement sous Windows, quand on voulait une application ASP.NET, on était bloqué avec Windows Server. Ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, chacun sera libre d'en juger, mais quoi qu'il en soit, on était bloqué. Donc la seule solution qu'on avait à cette époque-là, vu que Microsoft était assez fermé et .NET était fermé également, eh bien ça a été une réimplémentation de la logique .NET par le biais de la décompilation, et on a eu le projet Mono qui a vu le jour à ce moment-là pour qu'on puisse créer des applications ASP.NET et les héberger sous Linux. Alors c'est une réimplémentation sans avoir toutes les informations de comment .NET fonctionne. Donc il y a eu des tentatives qui ont été faites. Mono marchait assez bien, mais ne pouvait pas profiter de toutes les avancées du framework, sachant que l'équipe Microsoft, elle, ne travaillait qu'exclusivement sur .NET Framework pour Windows. Donc ceux qui utilisaient Mono sous Linux prenaient le risque d'utiliser un framework open source. Donc, au début, .NET était uniquement pour faire des choses sous Windows. Après, on a eu la période d'ouverture et c'est là que ça a commencé à partir en vrille selon moi et qu'on a commencé à avoir beaucoup d'incompréhension pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Microsoft s'est ouvert parce qu'avec l'arrivée de Windows 10, ils ont investi sur un nouveau CLR. Alors qu'est-ce que c'est le CLR ? Common Language Runtime, que tout le monde puisse le comprendre, même les personnes non techniques de cette vidéo, c'est, pour faire très simple, la machine virtuelle qui va exécuter le code .NET qui a été compilé sur la machine. Donc un petit peu comme Java a sa propre machine virtuelle, .NET a la sienne. On écrit en .NET, c'est compilé et exécuté par une machine virtuelle pour être transformé pour les instructions de la machine en elle-même. Donc avec Windows 10, Microsoft avait une vision d'unification, ils voulaient un Windows 10 pour absolument tous les types de devices, et ils ont donc créé un nouveau CLR.NET qu'ils ont appelé le Core CLR, qui était une version réduite, extrêmement performante du CLR, qui donc avait enlevé un très grand nombre d'informations. À la suite de ça, Microsoft a également décidé de rendre ça open source et a donc créé ce qu'on appelait .NET Core, parce que le Core CLR, nouvelle version du CLR, on a mis .NET devant et donc on a créé .NET Core qui est la version de .NET multiplateforme. Donc .NET Core a été distribué avec un ensemble de CLR compatibles avec Windows, avec macOS et avec Linux, certaines distributions. Et en plus de ça, Microsoft a voulu profiter de l'effet communautaire et il l'a donc open sourcé. Open sourcé, ça veut dire simplement mettre les sources à disposition sur Internet pour que chacun puisse d'une part les lire, mais d'autre part, surtout, ce qui intéresse Microsoft bien sûr, y contribuer. Donc on a eu l'ouverture, on a eu la création de .NET Core. Ce qui veut dire qu'on a d'un côté .NET Framework qui existe toujours et qui est destiné exclusivement toujours à Windows, et de l'autre côté .NET Core qui est un sous-ensemble de .NET Framework mais qui lui est multiplateforme, plus léger et plus performant. Et pour avoir fait du .NET Core 1.0, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient dedans. Donc la problématique qui se pose maintenant, c'est que .NET Core et .NET Framework partagent tous les deux un sous-ensemble commun. Vu qu'ils reposent tous les deux sur le framework .NET, on a un sous-ensemble de méthodes, de fonctions et d'objets qui se retrouvent des deux côtés. Donc Microsoft a surtout envie que les personnes qui développent en .NET Core puissent réutiliser leur production en .NET Framework. Donc Microsoft va créer un standard qu'on va appeler .NET Standard. Et c'est là que ça a commencé à créer beaucoup de confusion. Parce qu'on avait .NET Framework, .NET Core, .NET Standard. Mais au final, .NET Standard, c'est uniquement la définition d'un sous-ensemble du framework, à la fois .NET Core et .NET Framework, qui va nous permettre de définir un standard de telle sorte que si on cible cette version bien particulière de .NET Standard, on a la possibilité d'avoir notre code qui fonctionne à la fois sur .NET Core et à la fois sur .NET Framework. On s'est donc retrouvé avec la possibilité de créer des projets en .NET Standard et ces librairies qui étaient créées en .NET Standard pouvaient être intégrées dans des projets .NET Core comme des projets .NET Framework. Mais au final, .NET Standard, c'est juste une spécification de qu'est-ce qui est disponible pour
pour le développement. Donc, en fonction du standard qu'on visait, si par exemple on visait .NET Standard 1.6, eh bien on excluait forcément certaines plateformes qui étaient trop anciennes et qui ne pouvaient pas faire fonctionner notre code. Ça a été une unification parce qu'il y a eu d'autres tentatives de faire des standards qui ont été assez compliqués, comme la Portable Class Library, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc .NET Standard était un premier pas bienvenu vers une unification, mais le nommage de ce standard a créé beaucoup de confusion, parce qu'entre .NET Framework, .NET Core et .NET Standard, les développeurs perdaient un petit peu qu'est-ce qui est quoi. D'ailleurs, si vous l'avez perdu, on va le résumer. On a .NET Core, version open source multiplateforme légère, .NET Framework, la version sous Windows. Donc les deux là sont pour exécuter des applications .NET. Et après, on a .NET Standard, qui est la définition d'un standard pour partager son code entre .NET Core et .NET Framework. Microsoft a tenté de faire ça pendant un certain nombre de versions, puis il s'est rendu compte que la confusion communautaire régnait, que certaines personnes ne comprenaient pas, que ça créait une complexité accidentelle, donc ils ont tenté de faire l'unification, et ils l'ont plus ou moins bien réussi. Ils ont tenté de rendre tout ça cohérent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont annoncé qu'ils allaient dorénavant faire un seul .NET. Donc il n'allait plus y avoir .NET Framework, .NET Core, .NET Standard. On aura un seul .NET qui sera le socle pour toutes les versions de .NET à venir. Donc on n'aura plus différents noms pour différentes versions de .NET, on aura juste .NET, c'est tout. .NET Core n'existera plus. .NET Framework va continuer à exister tout au long que Windows va continuer à exister, parce qu'on ne peut pas porter tout ce qu'il y a sous .NET Framework en .NET tout simplement. Donc .NET doit être la nouvelle façon de créer de nouveaux projets en .NET. Normalement, .NET Framework ne devrait plus être utilisé pour les nouveaux projets. C'est tout du moins ce que Microsoft essaye de véhiculer comme message. .NET a commencé avec .NET 5. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'en fait, .NET 5 se base sur .NET Core 3.1 et a été rebaptisé .NET. En effet, avec l'arrivée de .NET Core 3.1, beaucoup de barrières se sont levées. On peut maintenant faire avec .NET Core 3.1 des applications graphiques sous Windows, entre autres. Donc avec .NET 5, on retrouve tout ce qu'on peut faire avec .NET en théorie, sans avoir de limitation. Et pourquoi la version 5 ? On avait .NET Core 3.1, pourquoi ne pas l'appeler .NET 4 ? Eh bien simplement parce que .NET Framework est déjà en 4. Quelque chose. Et donc pour éviter cette confusion, on commence à la version 5 pour bien marquer qu'il y a là une rupture. .NET 5 est donc la première version de .NET se voulant être l'unification. Alors il restait ça et là des choses à unifier. Maintenant, au moment du tournage de cette vidéo, on a .NET 7. Il reste toujours des choses à unifier pour que ce soit vraiment cohérent, mais l'effort a été quasiment accompli. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on fait du .NET, on se base généralement sur les .NET 5, sur les versions de .NET 5 et plus. Sinon, on précise .NET Framework, sachant que .NET Core 3.1 n'est plus supporté, donc la mention et l'existence du terme .NET Core ne devraient même plus être utilisées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec .NET 5 et plus ? Eh bien, on peut faire un très grand ensemble de projets, que ce soit du web avec ASP.NET et Blazor, du machine learning avec ML.NET, de l'IoT, on a des runtimes optimisés selon la plateforme sur laquelle va tourner notre application, des applications Windows avec WinForms, WPF et WinUI, des jeux vidéo avec Unity ou du mobile avec Xamarin et Maui. L'idée derrière .NET, c'est d'avoir une seule stack de développement unifiée pour cibler à peu près n'importe quel type de projet. Et c'est là en fait que se trouve le piège, c'est que certains développeurs, parce qu'ils pensent connaître .NET et qu'ils pensent connaître C#, pensent qu'ils sont interchangeables dans toutes ces catégories. Or, il y a des spécificités dans chacun des projets pour chacune de ces catégories. Un exemple très simple, un développeur qui fait de l'ASP.NET n'aura pas à se préoccuper si son application sera connectée à Internet, car en effet, une API par définition s'expose sur Internet, et dans l'immense majorité des cas, on partira du principe que l'application doit fonctionner en état connecté, donc la question ne se pose même pas. Par contre, ce même développeur, si on le met sur une application mobile, ne peut pas partir du même postulat, car en effet, en mobilité, il y a de fortes chances que votre connexion Internet soit instable. Elle ne sera pas tout le temps au beau fixe et des fois vous auriez soit des lenteurs, soit des coupures. Il faut donc que le code produit en mobile soit résilient à la coupure Internet et permette de gérer les coupures intempestives. Donc le mode de programmation d'un algorithme permettant d'envoyer des informations sur Internet ne sera pas du tout le même si on le fait pour ASP.NET que si on le fait pour du mobile. Et c'est bien là le problème, c'est que les développeurs .NET et C# qui sont sur une technologie ne connaissent pas forcément toutes les spécificités ni les subtilités d'une autre technologie. Et c'est pour ça qu'on a des
projets à problème qui vont dégrader l'image de .NET en général. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents frameworks qui existent en .NET pour créer différents types de projets afin de démystifier un peu tout ça, parce qu'on a cité beaucoup de frameworks, mais on n'aura pas donné leur spécificité. On a tout d'abord les différents frameworks ASP.NET. On a 4 façons de faire une application ASP.NET. On a Razor Page, c'est pour faire des applications classiques. Donc on a une page sur laquelle on va pouvoir écrire du code C#. C'est exactement similaire à ce qu'on pourrait faire en PHP par exemple, sauf que ça se fera avec du C#. Ensuite, on a ASP.NET MVC. C'est exactement pareil que Razor Page. C'est pour faire des sites internet qui vont s'exécuter côté serveur et renvoyer une page, on va dire un site à l'ancienne, où chaque navigation va faire un aller-retour avec le serveur. Le serveur va évaluer le C# pour produire une page HTML statique sur laquelle l'utilisateur va pouvoir après faire des interactions qui vont recontacter le serveur pour régénérer une nouvelle page. Razor Page et MVC atteignent tous les deux le même objectif pour faire un site web graphique. La petite nuance, c'est que MVC respecte le pattern du même nom. Ensuite, nous avons ASP.NET Web API qui permet de faire que des API. Et là, encore une fois, on a deux variantes. MVC, mais bien sûr, cette fois-ci sans le V. On n'a pas de vue en Web API, il n'y a pas d'intérêt d'en avoir, on peut en avoir pour certains cas bien précis, mais en général il n'y a pas de vue. Et sinon, plus récemment, on a les Minimal API qui sont dédiés uniquement aux API et qui sont là pour concurrencer les frameworks comme Express en JavaScript. Et pour finir, on a Blazor qui va nous permettre de faire des SPA, Single Page Application, donc des applications dynamiques et avoir une interactivité comme on pourrait l'avoir sur une application desktop, une application Windows, et ça c'est pour concurrencer des frameworks comme Angular ou des librairies comme React et Vue. On a deux variantes de Blazor majoritairement pour le web, on a Blazor Server et Blazor WebAssembly. Je ne me prononce pas encore pour tout ce qui va arriver avec Blazor, je sais juste qu'on va avoir également une autre variante de Blazor qui est Blazor hybride, mais qui elle est plus destinée à des fins de mobilité que des fins de web. Donc on le voit, quand on cherche un développeur ASP.NET, dépendant du projet, on a quand même en face 4 frameworks différents et chacun avec leur spécificité. Quand bien même Razor Page et MVC sont quasiment similaires et Web API est très proche de MVC, on a quand même certaines petites particularités et surtout ce qui est important à retenir, c'est que la variante de Blazor, qui permet de faire des sites dynamiques, n'a rien en commun, si ce n'est le moteur de rendu qui s'appelle Razor, avec les autres variantes. Donc il y a des spécificités de Blazor, qui en plus de ça a deux variantes serveur et WebAssembly, et il est important de connaître les différences entre ces deux modes d'exploitation pour faire un choix éclairé en toute connaissance de cause. J'ai déjà dû faire le pompier sur ce genre de projet, parce que ça a été fait sans forcément savoir ce qui se passait. Donc ASP.NET, il y a beaucoup de choses qui est derrière. Ensuite, nous avons la mobilité, et là pareil, il y a eu de l'incompréhension. Microsoft a racheté la société Xamarin, créée par la même personne que celui qui avait créé le framework Mono. Le principe de Xamarin est très simple, on code en C# et ce sera compilé après en Java ou Kotlin pour Android ou en Objective-C et Swift pour iOS. Le but étant simplement de faire une surcouche qui va après être convertie de C# vers les langages natifs pour créer des applications mobiles avec du code C#, ce qui permettait également de partager certains éléments, notamment les librairies métiers. Au-dessus de ça, on a Xamarin Forms. Donc Xamarin Forms n'est pas un produit qui est différent de Xamarin, c'est juste un produit qui est complémentaire car c'est une surcouche graphique qui va permettre de créer des interfaces graphiques qui après seront converties en interfaces graphiques utilisant les composants natifs de chaque système d'exploitation. Par exemple, vous créez une page avec un bouton, eh bien vous allez pouvoir créer une seule fois le code, où est-ce que vous allez définir que dans votre page, il y a un bouton qui fait telle action et qui affiche tel message, et quand vous allez compiler votre application Xamarin pour Android et pour iOS, la forme du bouton, la couleur du bouton, prendra les standards qu'il y a sur le système de destination, donc pour Android ou pour iOS, et vous n'aurez quant à vous codé qu'une seule fois l'interface graphique. On s'en doute, utiliser Xamarin Forms limite forcément le choix des possibles en termes de composants graphiques. Et c'est pourquoi Xamarin Forms est une surcouche et non pas une finalité. On se limite forcément beaucoup quand on choisit du Xamarin Forms, alors que Xamarin était là uniquement pour faire du C# qui allait après être transformé dans les langages natifs de chaque plateforme. Maintenant, nous avons également Maui, qui est sorti assez récemment, qui doit être le successeur de Xamarin. La logique est exactement la même. On va pouvoir faire du code C# qui va être compilé et transformé dans les versions natives des langages de chaque plateforme de destination, sauf que Maui va réécrire ce qui a été fait par l'équipe Xamarin pour le standardiser, pour gérer d'autres plateformes.
Android et iOS sont toujours de la partie, mais on va également trouver par exemple macOS et Tizen, qui sont de nouvelles cibles pour créer des applications MAUI. Donc au final, MAUI est une amélioration, la V2 de Xamarin, encore assez jeune, qui nécessite encore d'être peaufinée et de mûrir, mais la logique est exactement la même. On va créer en C# pour compiler et transformer le C# dans des versions natives. Donc, que ce soit Xamarin ou MAUI, la finalité est la même, et Xamarin Forms utilise donc un langage spécifique, le XAML, permettant de définir des interfaces graphiques qui vont être transformées selon les standards de la plateforme de destination. Il est possible de mélanger des fenêtres créées en Xamarin Forms et des fenêtres natives, et en MAUI, le résultat est exactement le même. Ensuite, pour ce qui est des applications Windows, nous avons WinForms, qui est la version historique, permettant de faire des applications Windows très rapides et très légères en termes de rendu. WPF a été propulsé avec Windows Vista et donc tous les effets qu'on va avoir dans les applications modernes. Donc WPF se repose sur le moteur de rendu DirectX qui va nous permettre de faire des effets graphiques, des effets de transparence et tout ce genre de choses. Et WPF a également entrepris de séparer le code avec le pattern MVVM pour séparer la vue du modèle afin de permettre aux équipes de travailler différemment. Pendant que des designers travaillent sur l'interface graphique, les développeurs peuvent implémenter le comportement, ce qui était beaucoup plus difficile en WinForms. Pour finir, on a WinUI qui est le successeur de UWP. UWP est lui-même le successeur de WinRT. Bref, il s'agit d'une longue ligne de succession d'applications qui sont dédiées exclusivement aux applications Windows modernes, donc Windows 10 et plus. Ici, avec WinUI, on va faire des applications natives modernes pour Windows exclusivement, Windows 10, Windows 11, et donc il s'agit, on va dire, d'une espèce de successeur spirituel de WPF, car il reprend certains codes et certaines techniques et technologies qu'on retrouve dans WPF. Donc encore une fois, on l'a vu ici, que ce soit pour le web, pour le mobile ou pour Windows, on a un ensemble de frameworks avec un ensemble de technologies qui ont chacun leur spécificité, leurs points faibles et leurs points forts. Donc un développeur .NET qui a travaillé pendant des années sur WinForms ne sera pas directement productif sur WPF et risque d'implémenter les fenêtres en WPF sans profiter de tout le système de binding et de MVVM que WPF met à disposition. Et je veux insister là-dessus. Et de la même façon, un développeur qui a passé sa carrière à faire des applications sous Windows ne sera pas forcément performant, quand bien même c'est le même framework et le même langage, pour faire des applications mobiles. Il est très important de savoir cela. J'espère que cette présentation a un petit peu éclairé votre lanterne, qui que vous soyez, nouveaux arrivants, développeurs chevronnés, ou même tout simplement quelqu'un de curieux. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver ici sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres ressources autour des techno.net. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me poser vos questions. Vous pouvez également me joindre sur LinkedIn pour en discuter. J'espère que cette présentation vous a plu, a permis d'éclairer votre lanterne et que dorénavant, vous saurez comprendre les différences dans les différents frameworks et solutions de .NET.